Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Vous avez toute la playlist des Bookmas juste ici et aujourd'hui je vais vous présenter mes meilleures lectures de fantasy de l'année 2023. Je vous ai donc fait un petit top 5, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos plus belles lectures fantasy de l'année 2023, on en a peut-être en commun et surtout ça me donnera peut-être d'autres idées de lecture aussi. Tout d'abord, j'ai adoré lire Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, publié aux éditions Big Bang, qui en plus de ça est juste magnifique. Un pacte avec le roi elfe, c'est l'histoire de Luella qui est élevée parmi les humains dans le village de Capton. Elle a pour objectif de vie de devenir soigneuse, ou en tout cas elle est un peu herboriste et tout ça, et son objectif c'est vraiment de soigner les autres. Mais le problème c'est que le village de Capton commence à perdre en magie et surtout leur pacte qu'ils ont conclu avec les elfes plusieurs centaines d'années auparavant arrive à son terme. C'est-à-dire que tous les 100 ans, une personne du village de Capton doit être envoyée pour devenir l'épouse du roi elfe et ainsi contrebalancer les choses et amener de la magie au royaume des elfes tout en assurant la sécurité des humains qui sinon se feraient décimer par les elfes mais aussi par les faillis, etc. Sauf que ce n'est pas n'importe qui peut devenir l'épouse du roi elfe et c'est une personne qui est dotée de magie. Sauf qu'au moment où lui est la vie, personne n'est doté de magie. Il n'y a eu aucun être qui a dévoilé ses pouvoirs et du coup, puisqu'il n'y a pas d'être spécial, personne ne peut être amené pour conclure ce pacte. Jusqu'au jour où le roi elfe décide de se déplacer de lui-même à Capton pour récupérer sa future épouse. Et c'est alors qu'il remarque que Luella cache quelque chose de bien mystérieux et il l'invite, pas très cordialement d'ailleurs, à devenir sa future épouse. Luella se retrouve alors à devoir quitter tous ses espoirs et sa famille pour emménager au royaume des elfes dans le but d'être l'épouse d'un homme qu'elle ne connaît pas du tout et d'alimenter ce peuple en magie alors qu'elle ne maîtrise pas ça non plus. Ce n'est clairement pas chose aisée pour elle et pourtant malgré toutes ces choses qui vont changer dans son quotidien du jour au lendemain, elle va quand même garder son objectif de départ et revoir un petit peu ses plans en perspective, mais garder en tête qu'à la base elle voulait soigner les autres et du coup continuer à essayer de faire ça dans le royaume des elfes et franchement c'est génial. J'ai adoré tout ce que l'on découvre dans le Mythscape, j'ai adoré l'univers que l'on y découvre, alors qui aurait pu être bien plus développé encore dans ce tome parce que clairement il y a énormément de matière à faire et beaucoup de choses à développer ici, mais vraiment c'était super intéressant de ce côté-là et ça me donne très envie, et je l'ai toujours pas lu, de lire le deuxième tome qu'il y a dans cet univers et tous les autres qui arriveront ensuite parce que vraiment ce sont des pépites. Alors on est clairement plus sur une romance que sur une fantasy, la romance prend plus de place ici et c'est pour ça que ce livre a déçu certaines personnes qui s'attendaient vraiment à un univers de fantasy avec une petite touche de romance, c'est vraiment l'inverse. Et pour le coup la romance m'a énormément plu. On y découvre des personnages qui apprennent à se connaître progressivement, des personnages qui sont dans le respect et la bienveillance les uns envers les autres et franchement c'est super chouette de ce côté-là. Progressivement ils apprennent à se connaître et développent des sentiments amoureux. Ça se fait très très bien, alors oui comme c'est le centre de l'histoire, il y a de quoi développer tout ça et la romance est très fluide, mais vraiment c'est une histoire que j'ai adorée et j'ai été captivée dedans du début à la fin et il existe aussi en audio si jamais ça vous intéresse de passer par ce format là, vous avez toujours des liens en description pour bénéficier de périodes d'essai gratuites aux différentes applications de lecture avec lesquelles je suis partenaire et alors vraiment n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup pour vous puisque vous avez des périodes d'essai plus longues et surtout si vous le faites je vous en remercie grandement puisque je touche une commission à chaque fois que vous passez par ces liens. Ensuite j'ai eu un coup de cœur pour Le Cœur du Prince Corbeau de Tessonia Odette, le premier tome des Royaumes des Failles en français mais qui est en réalité le deuxième en VO. C'est publié aux éditions Corrigan et je vous invite vivement du coup à les lire dans l'ordre de publication avec du coup d'abord dans un premier temps le destin du roi loup puisque vous avez à la fin de celui-ci un petit rappel en fait du destin du roi loup, ou en tout cas on revoit les personnages de ce tome. On se spoil complètement l'intrigue, enfin pas l'intrigue mais la romance qu'il y a dedans et son dénouement, mais vraiment je pense que l'on apprécie encore mieux le caméo en ayant lu déjà le premier tome et en lisant celui-ci ensuite. Néanmoins, ça n'empêche pas du tout de lire Le Cœur du Prince Corbeau tout seul, puisque c'est ce que j'ai fait au départ. J'ai commencé par celui-ci qui est sorti d'abord, et franchement, c'était pas du tout un problème non plus. Ici, on est sur une réécriture de Cendrillon, où on va suivre Humber, qui est clairement une fille qui vit avec sa mère et ses belles-sœurs, et elle est un peu persécutée par sa famille, elle n'a pas du tout sa place, elle est exploitée par elle, etc. Jusqu'au jour où Humber reçoit une lettre pour aller au bal de la cour de la lune, et bien sûr, sa belle-mère et ses belles-sœurs vont s'empresser d'utiliser cette lettre
kilomètres pour s'y rendre, puisque c'est clairement le bal qui lance la saison des bals et qui permet en fait juste de trouver l'amour, enfin en tout cas de créer des mariages arrangés ou ce genre de choses. On est clairement dans un genre de mix entre Cendrillon, Bridgerton et un univers de fae, puisque la cour de la lune, et ben c'est un monde de fae dans lequel les humains ne sont pas vraiment acceptés de base, ils sont juste tolérés, et vraiment où on a un peuple fae qui vit beaucoup dans le faux semblant, dans le glamour, etc. Ils utilisent justement d'ailleurs des pouvoirs de glamour qui transforment leur aspect de plein de choses, que ce soit leurs vêtements ou leurs aspects physiques directement. C'est trop chouette de découvrir ça. Humber, elle est complètement détachée de tout ce qui est glamour, etc. Ça l'intéresse pas du tout, et du coup bah, elle est même pas vraiment intéressée par le bal, hein. Elle y va juste par obligation puisqu'elle est obligée d'accompagner sa belle-mère et ses belles-sœurs pour qu'elle-même puisse rentrer dans le bal, et c'est alors qu'elle va rencontrer le prince Franco. Un prince fae qui est très connu pour toutes ses déboires avec les autres femmes du royaume, mais en réalité qui s'est surtout grandement détaché de tout ça et ne souhaite absolument pas trouver l'amour, même si c'est l'une de ses obligations pour pouvoir un jour monter sur le trône. Et c'est alors qu'il va conclure un pacte avec Humber. Je vous laisse découvrir ça, mais franchement c'est super intéressant, la manière dont ce pacte se fait, pourquoi c'est aussi un intérêt pour Humber, etc. Franchement c'est génial, vraiment j'ai adoré l'univers que l'on retrouve ici, les différentes castes de fae qu'il y a, le rapport qu'il y a avec les humains, etc. La place de la magie et son utilisation est très intéressante aussi puisqu'on est sur une magie qui est faite de glamour, etc. Bref, c'était trop chouette. La romance est vraiment super intéressante entre eux. On est sur des personnages bien qui, pareil, commencent par devenir amis, puis ensuite plus que ça, et franchement c'est trop bien de suivre une évolution d'une relation vraiment. C'est ce que vous allez retrouver dans pratiquement tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est pour moi ce qui est le plus intéressant à retrouver en termes de romance, et c'est ce qui donne vraiment de la profondeur à l'histoire et permet de bien comprendre les personnages, de les connaître, etc. C'est une histoire qui est écrite en double point de vue, du coup on a à la fois le point de vue de Franco et le point de vue de Humber, ce qui permet aussi de bien connaître les personnages au-delà d'à travers leurs relations et de vraiment bien comprendre leur motivation profonde. Et c'était une belle pépite, on a vraiment un super lien qui est fait avec Cendrillon, ça reste quand même assez proche du conte original tout en rajoutant cette petite touche de féerie, et en même temps vraiment la place de bal vraiment à la Bridgerton, j'ai adoré. Et rien que le début de l'histoire qui commence chez la couturière, clairement j'imaginais vraiment l'atelier de couture des Bridgerton. Enfin voilà, moi j'étais vraiment dans ce genre d'ambiance dans ma tête et c'était trop bien. Ensuite, je vous présente un coup de cœur que j'ai eu récemment. Il s'agit des Trônes Trahis de Nesrine Amari, publié aux éditions Stardust. Ici c'est l'histoire de Phoebe qui vient du royaume de Cydia, un royaume dans lequel la magie s'affaiblit et qui commence un peu à crier famine puisque les terres sont beaucoup moins prolifiques, etc. Et du coup Phoebe, elle a un pouvoir particulier, le baiser de la mort. C'est-à-dire que toute personne qu'elle va embrasser va mourir directement. Pas plus radical, sauf que Phoebe va intégrer la cour de leur ennemi, du coup le roi Emrys, et pour cela elle va se faire passer pour une autre personne, bien sûr, puisque hors de question que l'ennemi rentre comme ça dans le royaume ennemi. Du coup c'est le royaume de Killian. Et c'est un royaume dans lequel la magie n'a pas sa place. Tout le monde la méprise, mais surtout le roi Emrys lui-même. C'est vraiment quelque chose qui est rejeté dans ce royaume, qui pourtant est plutôt prospère, et on comprend pas vraiment comment les terres peuvent être si prospères sans l'utilisation de la magie, alors qu'à Cydia c'est le problème qu'il y a, et que justement le manque de magie fait qu'ils ont du mal à cultiver leurs terres. Mais surtout, Emrys est un roi qui doit du coup diriger le royaume de Killian et faire en sorte que tout fonctionne, etc. Donc on a une énorme part de politique, de complot, de traités de cour, etc. C'est le centre de l'histoire. Et surtout, Emrys doit aussi faire face à une chose très compliquée, c'est qu'il règne depuis peu et son père est dans un genre de coma, ou en tout cas on a l'impression qu'il a été attaqué par une sorte de démon magique, et il y aurait donc un magicien qui rôde dans les rues de Killian et dans le palais royal, ce qui est clairement un énorme problème, et il faut absolument trouver qui est cette personne. Mais en plus de ça, on a Phoebe qui se fait passer pour Kali et qui du coup va progressivement se rapprocher d'Emrys dans le but aussi de pas forcément prendre sa place, mais de le faire tomber et de le tuer avec son baiser de la mort. Une histoire que j'ai adorée. On est ici sur un enemies to lovers slow burn, vraiment slow burn, avec une énorme part du côté politique, royauté, etc. Avec aussi une belle critique de la société, mais surtout une réflexion qui est portée sur la magie, sur les croyances et sur les religions. C'est super intéressant de découvrir ça ici. J'ai vraiment adoré les personnages, la manière dont ils sont construits et la relation entre eux qui se développe au fur et à mesure, et l'univers, le système de magie était passionnant. C'est un one-shot de romantasy young adult que je vous recommande vivement si jamais c'est une histoire qui vous tente.
Ensuite cette année j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 du Sang et la Cendre, donc un royaume de chair et de feu de Jennifer Ella Manchot, publié aux éditions de Sexus, mais également en format poche aux éditions J'ai lu. C'est une belle brique pour le coup que j'ai adoré lire en lecture commune avec vous sur mon Discord. Encore une fois c'est un peu compliqué de vous parler d'un tome 2 sans vous spoiler le tome 1, mais je vais faire de mon mieux. Ici on suit Poppy qui est élevée dans le but d'être offerte en offrande aux dieux, du coup elle doit rester pure, vierge, etc. Bref, elle doit absolument rester innocente, pour autant elle est extrêmement intéressée plein de choses, et en particulier de comprendre comment fonctionne le monde dans lequel elle vit et pourquoi elle doit être offerte en offrande aux dieux, bref tous les liens qu'il y a avec tout ça, comment ça fonctionne, etc. Bref, elle se pose un milliard de questions sur tout ça. Mais pas que, puisque Poppy c'est aussi une personne intrépide qui est prête à tout pour trouver sa liberté, pour être maître de ses propres décisions, et ça c'est franchement super chouette. Elle grandit progressivement au fur et à mesure des tomes, mais elle se fait aussi avoir, puisqu'elle donne sa confiance à certaines personnes dans le premier tome, et c'était pas forcément les meilleures personnes à qui elle pouvait donner sa confiance, et pour autant, elle va très vite se rendre compte que tout ce qu'on lui a toujours inculqué jusqu'ici est complètement faux, ou en tout cas très biaisé, et elle va apprendre progressivement comment est construit le monde dans lequel elle évolue, et quel est son rôle réel, et ce qu'elle peut apporter, comment elle peut aider les autres, etc. C'est génial. J'ai adoré ce deuxième tome qui développe encore plus l'univers, qui développe encore plus le système de magie qu'il y a ici, les types de créatures que l'on y retrouve qui sont un petit peu différentes de celles auxquelles on a l'habitude, même si elles se rapprochent fortement de vampires et de loups-garous classiques. Et également, eh bien, j'ai vraiment beaucoup aimé la romance qu'il y a ici, qui en même temps est un peu toxique par moments, parfois un peu dérangeante, mais qui se développe vraiment bien, et on sent en fait vraiment les dualités qu'il y a au sein de Poppy et comment elle réfléchit à tout ça, et surtout elle est maître de faire ses propres choix à chaque fois, et ça c'est quand même le plus important. C'est une femme battante qui grandit et qui est prête à évoluer et à découvrir plein de choses. Vraiment, j'adore. Mais attention, c'est quand même plutôt explicite, que ce soit sur les scènes sexuelles, mais aussi sur la violence tout simplement qu'il peut y avoir, puisque l'on parle quand même de combats sanglants, etc. entre différentes créatures. Donc peut-être pas à mettre entre les mains de tous, mais plus pour un public adulte et averti sur ces sujets-là. En tout cas, c'est un tome qui m'a énormément convaincue dans cette histoire, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, comme souvent de toute façon avec les romans de Jennifer Ella Manchot que j'aime énormément déjà habituellement. Et vraiment, eh bien, je suis trop contente de lire enfin le troisième tome avec vous aussi en lecture commune. Vraiment une saga que j'aime énormément, qui se développe et qui s'enrichit au fur et à mesure, et surtout eh bien on a des personnages qui ont vraiment des ambitions propres, et clairement Poppy elle est là pour sauver son frère et essayer de retrouver une part de sa famille qu'elle a dû quitter complètement le jour où elle est devenue la pucelle à devoir protéger et donner en offrande aux dieux. Et mon dernier coup de cœur fantasy que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, publié aux éditions Corrigan, et c'est le premier tome du Royaume des Corbeaux. Ici on y suit Fallon qui est mi-humaine, mi-faée, qui vit dans un monde où les faées règnent en maître et les humains sont complètement dénigrés de la société. Du coup les mi-humains, mi-faées aussi, ils vont du côté des humains. Et Fallon en fait souhaite qu'une chose, se battre pour ses droits, se battre pour les droits des humains et des mi-humains, mi-faées, et du coup elle va tout faire pour ça. Mais elle est très limitée dans ce qu'elle est capable de faire, quand bien même son meilleur ami, pour lequel elle croche un petit peu aussi, soit le prince faé. Du coup elle essaye tant bien que mal, mais ça ne mène jamais à rien, jusqu'au jour où il y a une prophétie: si elle libère les corbeaux faits de fer et d'obsidienne, elle pourra devenir reine. Et pour elle, c'est l'occasion idéale de régner sur un peuple, de pouvoir faire valoir ses droits, d'enfin pouvoir appliquer ce qu'elle pense et faire en sorte que tout le monde soit égaux, mais surtout, eh bien, c'est la seule à pouvoir réaliser cette prophétie, puisqu'elle est immunisée contre le fer et l'obsidienne, ce qui n'est pas le cas des autres. Alors, Fallon va se prendre au jeu de cette prophétie, et si au début ça paraît un petit peu simple la manière dont elle découvre les corbeaux et tout ça, eh bien au fur et à mesure l'histoire se densifie et on apprend plein de choses sur l'univers, type de créatures, comment elles fonctionnent entre elles, la guerre ancestrale qu'il y a pu avoir, le rôle de Fallon et son ascendance. Bref, c'est super intéressant de ce côté-là, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. On a une romance aussi dans cette histoire qui n'est pas au centre de l'histoire selon moi, qui est quand même très importante mais n'est pas au centre, mais qui surtout va faciliter grandement certaines choses, puisque parce que il y a cette romance, et bien certaines choses vont pouvoir se dénouer à la fin, et c'est un peu une question de facilité en quelque sorte, mais ça passe très bien selon moi, en tout cas ça ne m'a pas du tout dérangé. Bref, un livre que j'ai adoré et que je vous recommande vivement de découvrir si jamais il peut vous intéresser.
Voilà donc pour mes meilleurs romantasy de l'année 2023. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire et surtout n'hésitez pas à me partager quels sont vos meilleurs romantasy de l'année 2023 puisque peut-être que je découvrirai aussi certains livres que je n'ai pas lus ou qui sont dans ma pile à lire peut-être et du coup je pourrais me pencher un peu plus facilement vers ces pépites aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!